C'est un ami décorateur qui m'a proposé de l'accompagner à une vente aux enchères du côté d'Aix-en-Provence. Elle se déroulait dans un château. Le matin fut consacré à l'exposition des objets qui occupaient toutes les salles en rez-de-chaussée. C'était une succession de meubles, essentiellement du 19e siècle, des porcelaines et des cristaux et des grès japonais. Enfin, une petite collection de tableaux occupait les 3 murs de la dernière pièce qu'éclairaient 2 grandes portes-fenêtres donnant sur un jardin souffreteux. Mon ami m'emmena directement dans cette pièce du fond et je crus comprendre que les tableaux l'intéressaient. L'un d'eux en particulier était le clou de la vente. Une toute petite toile qui montrait de l'extérieur une porte, une fenêtre de cuisine, entr'ouverte sur l'ombre d'une chaude matinée d'été. Autour de ces ouvertures fraîches, une glycine balançait ses têtes, hydre parfumée, dans les rayons du soleil. La lumière contrastait les ombres du feuillage et faisait luire les pétales violacés. 2 vigiles se tenaient en proximité de la toile signée Renoir. Mon ami ne s'y attarda guère, passant plus de temps à regarder les autres tableaux qui ne me paraissaient pas terribles, plutôt ordinaires. La vente débuta en début d'après-midi avec un peu de retard. La salle était bondée, vrombissant des conversations que le commissaire-priseur eut un peu de mal à apaiser. Les pièces étaient présentées sous des adjudications sans passion. Enfin, le Renoir anima la salle et vit s'envoler les enchères, y compris au téléphone. Ce fut d'ailleurs un anonyme qui emporta la vente pour une somme que je qualifierais de déraisonnable. Je m'apprêtais à partir, mais c'est à ce moment-là que mon ami se mit à acquérir les derniers lots mis en vente. 2 marines flamandes très sombres. Les bateaux qui se livraient sur la toile d'une obscure bataille navale se noyaient entre mer et ciel dans des noirs de fumée. Je m'étonnais des goûts picturaux de cet ami, le sachant d'habitude bien plus sélectif. Nous repartîmes chez nous, la banquette arrière de la voiture encombrée d'étoiles qui n'avaient pas trouvé de place dans le coffre. Au bout de quelques kilomètres, je ne résistais pas et je lui demandai enfin « Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ces 2 croûtes ?» « Je les ai achetées, me dit-il, pour les cadres. Le Renoir était tellement en vedette que personne n'a vu la valeur de ces cadres. » Jean-Jacques Clé, bonjour. Bonjour. Amandine Clé, bonjour. Vous êtes encadreur d'horreur à Marseille, à Saint-Barnabé. Saint-Barnabé. À quelle adresse? 2 boulevard Henri Fabre. C'est juste à l'entrée de Saint-Barnabé. C'est juste à la Croix. Alors vous allez nous expliquer votre métier qui n'est finalement pas très connu parce que encadreur c'est ceux qui encadrent les tableaux, les sous-verts, d'horreur c'est ceux qui dorent à la feuille, les encadreurs sont-ils des doreurs, les doreurs y en a-t-il encore, que font-ils? Oui, ben actuellement, c'est vrai que les encadreurs, il y a très très peu d'encadreurs réellement sur Marseille qui font de la coupe et de l'assemblage. Et nous, en plus, on fait la restauration, on fait la restauration donc à la feuille d'or, mais aussi on fait de l'encadrement de couleurs, hein, des baguettes très simples, modernes, jusqu'à des baguettes à l'infini, quoi. Alors vous achetez ça au maître industriellement ou est-ce que vous faites appel à d'autres artisans qui vont modeler l'encadrement? Oui, ben on achète nos baguettes chez des fournisseurs, on cherche toujours à avoir un petit peu des baguettes personnalisées, c'est-à-dire des choses qu'on va pas retrouver dans les grandes surfaces où on trouve de temps en temps des baguettes d'encadrement. Qui sont jolies parfois aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut actuellement tomber sur une sélection de clientèle qui cherche aussi des choses qu'ils vont pas retrouver sur la prochaine vide-grenier ou sur les déballages un petit peu qu'on trouve actuellement. Ça coûte assez cher, hein, ces baguettes d'encadrement. L'encadrement lui-même n'est pas donné. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que bon, la baguette, ça va, c'est encore un prix convenable. Ce qu'il y a surtout, c'est que c'est beaucoup d'heures, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a déjà l'accueil de la clientèle qui prend beaucoup de temps quand on a une boutique comme la nôtre, qui cherchons à fidéliser notre clientèle et la renseigner la mieux possible. Que certaines surfaces où vous avez 20 minutes pour consacrer à votre cliente. Est-ce que nous, des fois, ça va déborder d'1 heure ou même de 2 heures, quoi. Mais le client est satisfait et trouve. Il y a beaucoup de manipulations pour faire un cadre, il y a beaucoup de présentations, les angles doivent être bien il faut que ce soit parfait, sinon c'est pas la peine de payer. Tout à fait. Donc c'est pas encore excessif. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours peur. On a plus peur en dorure que ça coûte très cher, alors que bon, la feuille d'or est tellement fine que de toute façon, quand on fait une restauration, s'il n'y a pas énormément d'or sur le cadre, c'est plus les préparations qui sont longues. Et est-ce que c'est vrai que certains cadres valent bien plus que ce qu'ils encadrent ?
Oui, tout à fait. Quand on voit des ventes qui se font à Paris, à Drouot, nous on reçoit les catalogues à peu près tous les 2 mois. Le prix, ça peut monter. C'est le prix du cadre, oui, impressionnant. Pas le prix de la peinture. Oui, oui. Mais il y a des ventes spécifiques vraiment pour le cadre. Pourquoi ? Parce que ce sont des sculptures sur bois, c'est des bois dorés, des bois sculptés, donc vraiment on arrive... Et qui date de quelle époque ? On peut remonter facilement au 14e, en vente. 14e siècle, c'est la Renaissance. Voilà, tout à fait, oui. La Renaissance au Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, c'est 1300, vous avez déjà trouvé des cadres ? On a déjà de l'apparition du cadre à cette époque-là, oui. Et vous avez, déjà vu, parce que vous êtes bien jeune, quel âge avez-vous, Amandine Clé ? 21 ans. 21 ans, vous avez déjà vu des cadres qui avaient comme ça 5 siècles ? Le plus vieux que j'ai vu, c'était 16e. 16e. C'est déjà pas mal, quoi, pour un cadre. C'est très beau, je trouve. Mais c'est vrai que c'est... Est-ce qu'il avait bien vieilli, ce cadre ? Il était encore dans son... Enfin, on n'avait pas l'impression qu'il avait été trafiqué dans les siècles, où il était parfait. Il était dans son jus, oui, bien conservé, pas trop piqué par les vers. Un petit peu, parce que malheureusement, le temps est passé par là, mais non, vraiment... Et vous avez travaillé dessus ? Un tout petit peu. Juste un peu le rafraîchir et encore... Qu'est-ce que vous appelez le rafraîchir ? Le dépoussiérer ? Dépoussiérer, nettoyer la dorure, des choses assez classiques. Et est-ce que vous trouvez, donc je m'adresse toujours à vous Amandine, est-ce que vous trouvez des cadres qui ont été un peu massacrés par leurs propriétaires, c'est-à-dire repeints de toutes les couleurs, mastiqués si je puis dire Malheureusement, des fois on reçoit des cadres dans un état... lamentables qui ont été mastiqués au Saint-Au-Fer, au Saint-Au-Bois, peints avec de la bronzine, avec des couleurs. La dernière fois, on en a reçu un, il était rose. On a eu un cas de Louis XV qui était rose, quoi. Donc, c'est vrai que ça nous fait un petit peu un choc au début, mais après, quand on le rend au client, on est satisfait. Et vous le rendez rose ? Non. Vraiment, on le restaure, on le remet dans son jus, et le client est content, quoi. C'est satisfaisant. C'est un métier où on voit le sourire du client à la fin. Il a un petit peu peur au début, parce que quand il voit son cadre dans cet état-là... C'est-à-dire parce que vous le démontez complètement, vous le brossez, vous le décapez ? On le décape, tout à fait, et après, on vient y apposer les apprêts, s'il y a des ornements à refaire. Les apprêts, ce sont des peintures, ce sont des colles, si vous voulez, on isole le bois. Après, on vient y apposer des massiques, des blanchiments, suivant le bois comme il a travaillé, en fait. Et c'est pour pouvoir mieux appliquer les couleurs qui vont aller. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Clé. Est-ce qu'on travaille la feuille d'or dans votre atelier ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, on s'entend bien. C'est la feuille, vous savez, qui s'envole, qu'on applique au pinceau, en tremblant, et en se disant qu'on a une fortune entre les mains. C'est vrai. Bon, pas une fortune, parce que les feuilles font 2 microns. Donc, il faut... 2 microns d'épaisseur. Voilà, d'épaisseur. Elles sont grandes comment ? Elles font 8 sur 8. 8 cm sur 8 cm, 2 microns d'épaisseur. Il faut à peu près, suivant le titrage, puisque nous, on travaille essentiellement avec du 22 carats et 24 carats. Ah oui, c'est luxe quand même. Obligé, parce qu'on cherche à avoir quelque chose de souple. L'or est très souple. Si on faisait une alliance aujourd'hui avec du 22 ou 24 carats, on aurait un chewing-gum au bout de quelques jours. C'est pour ça qu'on voit toujours dans les films de pirates les gens qui mordaient les pièces, mais c'était pas pour rien. C'était pour être sûr que si la dent rentrait dedans, c'était de l'or. Voilà. Donc l'or est mou. Voilà. Et c'est pour ça que comme nous, pour faire la dorure, la grande dorure, la détrempe, comme on appelle, Qu'est-ce que c'est la détrempe ? La détrempe, c'est... Expliquez-nous toutes les techniques, parce que c'est ça qui est passionnant dans votre métier qu'on connaît si mal. Ouais. Oui, en fait, si vous voulez, ma fille vous expliquer que en fait, on blanchit le bois puisque tout bois doré est blanchi. Il faut un blanchiment, ce qui se fait avec de la colle de peau de lapin et du blanc la colle de peau de lapin. Voilà. C'est de la poésie pure. Voilà. À une époque, c'était même du chat. Bon. De la colle de peau de chat, c'est moins poétique. Voilà. On va vous l'accorder. Voilà. Nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de l'élasticité, de la souplesse. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec une colle qui est souple. Qu'un menuisier va travailler avec une colle de nerf qui sera beaucoup plus dure, colle d'os. Et nous, il faut que ça soit souple. Donc, la colle de peau de lapin, c'est la plus souple. Donc, en fait, on va faire un blanchiment. Ensuite, on va faire la pose d'ornement, puisqu'on est doreur ornemaniste, c'est-à-dire qu'on sait recréer des ornements qui peuvent être manquants ou de la création, puisqu'on fait... Donc, une partie de la sculpture qui aurait disparu. Voilà. C'est automatiquement du bois ou ça peut être des plâtres, des stucs? Oui, ouais. Dans les cadres modernes, c'est plus des staffs. Enfin, à partir de Napoléon III, on a utilisé beaucoup les staffs pour mettre sur des miroirs Louis-Philippe, puisqu'en fait, c'était les miroirs Louis-Philippe sur lesquels on a incorporé des staffs. Voilà.
Mais donc, quand il manque des morceaux, on est obligé de les refaire. Donc, on doit savoir recréer un ornement. Donc, côté droit, côté gauche. Alors, comment vous faites? Vous faites des moulages de ce qui est en bon refait état, des empreintes, vous reconstituez. Voilà, quand on peut refaire des empreintes, on refait des empreintes. Donc, vous faites comme chez le dentiste, vous avez les mêmes résines? Les mêmes produits. Mais après, produits. on travaille des fois aussi avec des produits plus anciens, puisque moi, mon maître qui m'a appris le métier, c'était une galerie à Marseille importante, m'a toujours dit, il vaut mieux travailler avec ce qu'on connaît, avec le temps, que de passer sur des matériaux modernes et qui vous coûteront beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que nous, on a une cuisine dans notre atelier, parce qu'on fabrique beaucoup de nos produits nous-mêmes, parce que c'est plus économique, et puis parce qu'on a un repère dans le temps. Voilà. Vous êtes un véritable artisan, vous fabriquez vous-même vos cols, vous courez après vos lapins dans la Garenne, vous utilisez leur peau pour faire la colle, vous faites ça dans votre cuisine, et puis vous prenez le temps. Voilà, ça prend pas plus de temps, comme je dis. Et finalement, ça prend pas plus de temps. Non, parce qu'en fait, on a des produits. Mais c'est moins toxique, c'est moins industriel. Et puis en plus, c'est l'œil qui commande, hein. Comme on dit toujours, c'est l'œil qui commande la main. Oui. Et quand on voit un produit, quand on doit faire en cuisine une sauce, c'est vrai qu'on va dire il faut mettre 10 grammes de ci, 10 grammes de ça. Nous, on le sait à l'œil maintenant. Et c'est pour ça que quand on enseigne à certains élèves, ils comprennent pas sur le coup qu'on arrive à faire une cuisine comme ça et d'élaborer soi-même le produit. Vous écoutez La Gueule de l'Emploi, mesdames, messieurs, c'est Jean-Jacques Clé qui nous parle de son métier extraordinaire. Il n'est pas cuisinier du tout, il est doreur, encadreur, ennoblisseur. C'est bien ornemaniste. Cela. Ornemaniste. Voilà. Ah oui, ennoblisseur c'est pour les tissus, ornemaniste c'est pour les bois. C'est ça, c'est les ornements. Les ornements. La création d'ornements. Et donc, l'encadrement, entendons-nous bien, j'ai chez moi une toile, une gravure, même une photographie à laquelle je tiens, je veux la mettre sur mon mur, je veux la mettre en valeur, là je me tourne vers vous, Amandine, je viens vous voir. Vous allez me conseiller en fonction de quoi ? On va s'intéresser un petit peu à vos goûts, à votre style, votre appartement, comment il va être conçu. Et on a une gamme de baguettes, on a environ à peu près 1000 baguettes. Donc du coup, on arrive à trouver, il y a forcément une baguette qui va vous plaire. Un millier de décors différents déjà que vous pouvez me proposer. Voilà. Et si je trouve pas mon bonheur chez vous, vous pouvez quand même me trouver quelque chose de personnalisé. On va faire des pieds et des mains pour trouver votre baguette. Bon, c'est vrai qu'après sur 1000 échantillons, comme on dit, si on trouve pas sa perle rare. Chaussure à son pied, ou baguette à son tableau en l'occurrence, voilà, c'est à désespérer. Alors après, est-ce que les techniques sont toujours les mêmes? Alors j'avais vu, je vous parle de ça parce que j'avais vu des encadrements où vous savez, vous avez plusieurs épaisseurs je sais pas comment ça s'appelle, les cartons qu'on met. Vous avez des passe-partout. Passe-partout, c'est ça. Oui. Voilà. C'est vrai que la superposition de passe-partout, de couleurs, c'est un petit peu, c'est l'encadrement moderne, hein, c'est un petit peu carnaval. Vous êtes un petit peu sceptique là, oui, sur ce genre de choses. On est très classique en fait. Hein, oui. Vous êtes jeune, je le rappelle, vous avez 21 ans, vous êtes très classique. Mais de temps en temps, vous mettez un peu de fantaisie, non? Oui, on a pas mal de styles d'encadrement. Hein, donc on a des biseaux à la française, des biseaux anglais. On peut faire des lavis, des glomis. Donc on a une palette en encadrement. Les lavis, c'est des couleurs un peu décolorées, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le lavis, c'est un jus que l'on fait à l'aquarelle. Un jus, vous entendez ces expressions, je vous dis, c'est de la cuisine, cette émission. C'est assez extraordinaire. Alors, on revient sur les cadres qui coûtent très très cher. Est-ce que vous allez, chercher la perle rare, acheter aux enchères, faire des vides-greniers pour trouver un encadrement un peu peps, un peu style, un peu original, un peu ancien? Oui, tout à fait. Puis on a des gens qui achètent sur les foires et les salons qui viennent nous les proposer aussi. Donc on a acheté dernièrement un lot de à peu près 25 cadres anciens. Bon, c'est agréable parce que là on a des clients qui arrivent et qui veulent absolument qu'on remette le sujet dans un cadre ancien, donc on peut les rectifier, les couper. Ils peuvent être signés, ces cadres-là? C'est jamais signé. Non, il y a des marques de fabrique, quoi. Mais disons que c'est pas coté. La dorure, c'est ça le problème en dorure et en encadrement, c'est qu'on est considéré un petit peu comme un peintre, quoi. Alors que une belle dorure, c'est magnifique, quoi. C'est important. On parle toujours de l'ébéniste, enfin de la personne qui a créé un meuble, mais on parle jamais de la personne qui a fait la dorure. C'est des métiers justement. C'était un petit peu. Ça vous fait de la peine. Oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on voit certaines même restaurations actuelles qui sont faites dans des châteaux.
châteaux, des choses comme ça, où on voit que bon, on est considéré, voilà, comme un peintre, quoi. C'est pour ça que sous Napoléon III, le métier de doreur a été un petit peu mis en balance, puisqu'on ne travaillait plus à la feuille d'or, mais on travaillait à la feuille d'or mi-fin, qu'on appelle. Donc l'or mi-fin, c'est vulgairement de la feuille de cuivre, qu'on appelle. Et donc tous les plafonds qu'on pouvait trouver dans les maisons Napoléon III, dans le boulevard Longchamp, tout ça, c'était des dorures qui étaient faites par des peintres, puisqu'ils savaient le faire. Ils passaient une colle et puis ensuite on posait la feuille. Que nous, c'est vraiment la grande dorure, quoi. C'est vraiment un autre domaine. On sait faire tout, mais disons que la grande dorure, ça devrait être un peu plus. Vous êtes en train de nous dire que le style Napoléon III, c'est un style de seconde main. Mais vous n'avez peut-être pas tort au niveau, en tout cas, de la qualité. On disait que c'était un style pompier, hein, c'est ce qu'on employait pour le style Napoléon III. Est-ce que vous travaillez, alors je pense moi à quelques églises dans les Alpes qui ont comme ça des meubles d'hôtel très dorés, etc. Je me rappelle aussi à Marseille, il y avait une chapelle du côté du parc Borelli, l'église maronite, où on avait un hôtel, le 18e, absolument extraordinaire, avec des dorures et des peintures formidables. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le connaissez, cet hôtel? Tout à fait. Et alors vous avez déjà travaillé sur ce On a déjà travaillé sur des beaux chantiers en dorure. Ouais. On a travaillé aussi pour les reliques de Saint-Antoine de Padoue. Donc Saint-Antoine de Padoue qui est à Cuges-les-Pins. Et donc on était assez fiers, puisque bon, moi étant originaire du nord de la France, et ma grand-mère et Saint-Antoine, c'était un saint pour elle. Elle l'avait à côté de. Et quand je suis arrivé à Marseille et qu'un jour on m'a proposé de travailler sur les reliques de Saint-Antoine, ça m'a fait drôle, parce que j'ai pensé tout de suite à elle, parce que c'était un peu le saint préféré de la maison. Et donc on a travaillé sur le baldaquin, on l'a eu à la maison presque 1 an, puisqu'on l'a pris après la procession et on l'a rendu après la procession. Et ensuite on a travaillé sur des belles pièces, un petit peu dans plusieurs églises. Il y a des trésors dans les églises marseillaises que personne ne connaît. D'ailleurs, je suis tombé sur un livre récemment qui parle de ces trésors des églises marseillaises et qui est fantastique. Alors, puisque vous aimez l'histoire, il y a quelque chose qui va vous intéresser. Allez à la bibliothèque de l'Alcazar et vous verrez qu'il y a le cahier de doléances des doreurs de Marseille. C'est-à-dire, sous la Révolution française, eh bien, il y avait une corporation des doreurs et ils ont fait un cahier de doléances qui est monté jusqu'à Versailles et qui a initié un petit peu notre Révolution française. Ah ouais. Nous allons faire, à ce stade de notre émission, une pause musicale.
Swing 41 de Django Reinhardt, une musique qui nous fait rêver. Vous écoutez Radio Dialogue sur 89.6 pour Marseille et Aubagne, et sur 101.9 pour Aix-en-Provence et les communes de l'étang de Berre. Et surtout, vous écoutez la gueule de l'emploi. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Jacques Clé et sa fille Amandine, qui sont tous les deux doreurs et encadreurs. Alors, à ce stade de l'émission, tiens, je vais voir si vous nous écoutez, Amandine. Qu'est-ce que nous faisons à ce stade de l'émission? Nous parlons de quoi, en général? Vous ne savez pas? On se tourne vers le papa. Le saint de la profession. Le saint patron de la profession. Alors, avant, toutes les professions avaient un saint patron. Est-ce que vous connaissez le saint patron, alors? Il y en a plusieurs, apparemment, mais ça serait Saint-Clair, vraiment, qui représente notre... Ce serait Saint-Clair, oui, qui représente... Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, un certain nombre de doreurs disent que Saint-Éloi est leur patron. Alors, Saint-Éloi est le patron des orfèvres, il est le patron des taxis, il est le patron de tout un tas de choses. Ouais. Non, c'est pas le patron des doreurs. Le patron des doreurs, c'est Saint-Clair, que l'on fête le 10 octobre. Et il aurait été le premier évêque de Nantes, où il arriva venant de Rome avec un clou qui servit à la crucifixion de Saint-Pierre. Il fit construire un oratoire pour abriter la précieuse relique, et c'est sur ce premier édifice que fut bâtie la cathédrale de Nantes. Saint-Clair évangélisa la Haute-Bretagne et fonda toutes les paroisses qui se trouvent entre Nantes et Vannes. Il mourut vers l'an 96 en proximité de Régigny, où il fut enseveli dans une chapelle jouxtant l'église paroissiale. Saint patron des boiseliers, des miroitiers, des émailleurs et des doreurs, il est souvent confondu avec Saint-Clair, évêque d'Albi, ou Saint-Clair de Vienne, abbé, qui vécurent, eux, au 5e siècle. Et donc, c'est bien Saint-Clair, le patron des doreurs. Pour exercer ce métier qui est le vôtre, doreur et encadreur, il faut des diplômes. Oui. De préférence. Ouais, il vaut mieux, voilà. En principe. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme, Amandine? J'ai obtenu mes 2 CAP, le CAP de doreur et le CAP d'encadreur. Et c'est effectivement ces CAP qu'il faut. Alors, les CAP, ils vous permettent de travailler directement en atelier. Oui, tout à fait. Il n'y a pas, malheureusement, dans votre profession, il n'y a pas de perfectionnement. Il faudrait peut-être y songer. Il faudrait stimuler Après, c'est l'apprentissage. La corporation. Et au fil des années, on se fait un petit peu notre bagage et... Au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Oui, et puis on est suivi quand même par des... Enfin, moi j'étais suivi par mon maître. Oui. Que quand j'hésitais un petit peu la première fois où j'étais dans mon atelier un peu seul et où je rentrais quand même une belle pièce, j'ai préféré prendre conseil du maître et de le faire venir. Bon, ma fille a la chance, c'est que bon, c'est moi qui... C'est vous son maître. Son maître d'apprentissage. Donc ce qui fait qu'on travaille main dans la main et bon, il n'y a jamais de moment de flottement puisque bon, on estime justement c'est que c'est un métier à responsabilité. C'est-à-dire que quand un client nous confie une belle pièce, il faut quand même savoir qu'il faut être assuré, il faut être sûr de l'époque, savoir que toutes les dorures ne se patinent pas avec les mêmes matériaux, et donc on fait pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des gens qui savent dorer, mais le problème, ils ne savent pas les patiner, et c'est gâcher des fois une pièce pour sa valeur, sa cote, et en plus dans notre région, effectivement, là, sur le sud, sur la région marseillaise et le sud, on préfère de l'or qui est assez usé, assez rouge, refait ressortir un peu l'assiette qu'on appelle, c'est-à-dire l'ocre rouge, le bol d'Arménie qu'on appelle. Donc c'est vrai que ça, c'est la période, c'est un petit peu le plus difficile dans le métier. Ça donne des ors beaucoup plus foncés, un peu des ors d'église. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des assiettes de couleurs différentes, suivant ce qu'on va réaliser et les époques. On va pas restaurer un cadre Louis XIV comme on va restaurer un cadre Napoléon III. Les patines ne sont pas les mêmes, se font pas la cire, mais avec des gélatines, avec du safran. On travaille beaucoup le safran. Oui, on revient toujours à la cuisine. Le safran et en même temps l'aquarelle. On travaille l'aquarelle puisque en fait les dorures sont aquarellées. Il y a toujours un petit film pellicule de gélatine. Comme dans tous ces métiers d'art, il y a un côté très artistique. Vous vous sentez artiste, Amandine? Oui. Oui, on a une liberté quand même d'expression dans nos œuvres qui sont quand même agréables.
on va faire de la création. Il nous est arrivé de faire des choses tout à fait modernes. On a travaillé pour quelqu'un qui avait décidé de faire un meuble avec des lingots d'or, donc quelque chose d'assez un petit peu farfelu. Nous, on a fait la réalisation de la dorure, donc bon, c'était assez sympa à la fin de voir le projet. Et là, oui, on se considère comme artiste quand on part un petit peu dans des choses farfelues. Après, on aime bien le mot artisan. Voilà. Oui. Le mot artisan, pour être... artiste, on fait un petit peu ce qu'on veut. On n'a pas vraiment de code. Que l'artisan, il faut respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, c'est une très jolie définition que vous nous donnez. L'artisan a des contraintes que l'artiste n'a pas forcément. Et l'artisan a aussi quelques libertés dont il peut user. Des écoles, il n'y en a pas beaucoup des écoles de formation. Alors on en a une à Lyon. C'est le CFA de la SEPR qui se trouve à Lyon. On a une école d'ameublement à Paris qui s'appelle La Bonne Graine. On a une école à Échaud. Échaud, c'est dans le 67, si mes souvenirs sont exacts, ça doit être Alsace. Hein. Et puis, on a le lycée des métiers d'art du bois et de l'ameublement, rue André Charleboul, hein, qu'on connaît. On connaît l'école Boulle. Maison, ouais. Hein, voilà, grande maison, et qui se trouve à Revel. Finalement, ce métier de doreur et d'encadreur, ce serait peut-être intéressant d'essayer de regrouper les forces professionnelles, de le restimuler et d'essayer de développer d'autres diplômes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on rencontre un petit peu les problèmes que tous les Français, enfin toutes les personnes rencontrent. C'est que ça coûte très cher. Ces écoles, et il faut se dire que quand on sort un élève, il faut qu'il trouve du boulot, et malheureusement l'artisan n'a pas les moyens aujourd'hui d'embaucher. On est un petit peu bloqué, ou alors il faut être disponible géographiquement, c'est-à-dire qu'un jeune qui voudrait se lancer dans la dorure actuellement, c'est sûr qu'avec un petit sac avec 500 €, il faut faire le tour du monde et travailler partout. Il faut qu'il accepte de bouger. Voilà. C'est aussi ça l'avenir professionnel, c'est de bouger. Vous venez d'écouter La Gueule de l'emploi. Nous recevions aujourd'hui Jean-Jacques Clé et Amandine Clé, sa fille, qui travaillent tous les deux. Ils sont encadreurs et ils sont doreurs, et ils viennent de nous expliquer que leur métier est un métier d'artisan mais aussi d'artiste, et que c'est une bien jolie cuisine. Vous pouvez nous réécouter samedi à 17h30. Cette émission a été enregistrée comme à chaque fois grâce à Emmanuel Holzer, et c'est pour ça que vous nous entendez si bien. À bientôt, au revoir. Merci.